Dès qu'on a fini d'encaisser le choc de l'opération du Hamas, on savait qu'une riposte, des représailles violentes interviendraient. Mais je pense que personne d'entre nous, analystes qui suivons ce conflit-là, n'avions anticipé la sévérité de ce qui allait arriver et surtout la durée, et ceci dans un contexte de très très grande inertie occidentale et régionale. Alors, aujourd'hui, on peut souffler, on a 2 cessez-le-feu, mais c'est vrai qu'on retient notre souffle parce qu'on n'est pas bien certain que ces cessez-le-feu vont persister dans le temps. Et de plus, quand on y regarde de près, ils masquent des développements qui sont assez inquiétants et toujours dans un contexte de diplomatie, au meilleur des cas permissive, au pire presque complice, et bien évidemment l'arrivée de Donald Trump et d'une équipe assez particulière n'est pas pour nous rassurer. Alors, dans le discours mainstream, beaucoup nous représentent le conflit ou cet épisode du conflit actuel comme celui d'une guerre existentielle que l'État d'Israël serait obligé de mener sur différents fronts pour affronter un axe du mal. Et face à cet axe du mal, bien évidemment, l'État israélien a un droit à l'autodéfense et de tenter, dans la mesure du possible, de casser cet axe du mal en recourant à la violence, à la force armée, en vue de le modifier. Alors bien évidemment, je vous parle ce soir en tant que chercheur et nous ne travaillons pas que sur ce conflit-là. Nous avons aujourd'hui un bagage de connaissances sur les conflits, sur les dynamiques conflictuelles, ce qu'on appelle les violences structurelles, ce qu'elles entraînent comme violences physiques, etc. Eh bien, tous ces outils-là nous amènent à récuser des analyses extrêmement simplistes, binaires, axe du mal, axe du bien, dépasser l'occidentalocentrisme qui imprègne nos approches, notre vision de ce conflit-là, et puis aussi comprendre, élément absolument majeur, que les gens ne naissent pas à Gaza, à Damas ou dans la banlieue sud de Beyrouth avec un ADN fondamentalement déviant. On devient violent, on ne naît pas violent. Et il faut, pour nous, analystes, comprendre les circonstances qui mènent à ces violences. Alors, si on devait adhérer au discours dominant, ce que beaucoup font malheureusement, le seul horizon qui aurait devant nous, c'est l'écrasement, l'annihilation de tous les acteurs. Et c'est une mission qui est absolument impossible, on le sait, avec nos outils de chercheurs. Et la réalité, elle est autrement plus complexe que ce qu'on essaie souvent de représenter. Et ça nécessite bien évidemment des solutions, non pas l'écrasement, mais la négociation. Si bien évidemment l'objectif c'est de vivre en paix avec ses voisins, avec la sécurité et la dignité pour tous les États. Or, aujourd'hui, les indicateurs sont assez négatifs, vous l'aurez compris, ne serait-ce que parce qu'à la tête d'Israël, on a un gouvernement d'extrême droite, le plus à l'extrême que le pays ait jamais connu, et que, par ailleurs, on a vu arriver Donald Trump, même si on est dans les premiers jours de son deuxième mandat, on voit déjà les conséquences sur la région. Et donc, tous ces éléments-là nous inquiètent pour l'avenir des peuples de la région et nous nous posons un certain nombre de questions sur l'avenir, bien évidemment. Alors, je vais vous proposer un plan en 4 points. Premièrement, revenir vite sur le contexte local et régional du 7 octobre. Ensuite, comprendre l'activation des alliances, celle qui est bien évidemment légitime et celles qui ne le sont pas de notre point de vue, mais pointer aussi le choix de l'escalade, et je parle bien de choix, entrepris par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Puis, en un 4e point, aborder les démissions, les compromissions de la communauté internationale, en tête desquelles les États-Unis bien sûr, mais surtout ce qui nous concerne davantage, l'Union européenne et ses États membres, avant d'en arriver à quelques conclusions. Alors, toutes les personnes que je connais qui travaillent, que ce soit dans la coopération, dans l'humanitaire ou dans les milieux académiques, travaillent sur la Palestine, savaient
que la cocotte minute allait exploser un jour ou l'autre. Ce qui nous a surpris, c'est la façon. Personne n'aurait anticipé qu'il y ait une explosion du type du 7 octobre, mais l'explosion, elle était absolument inéluctable. Pourquoi? Parce que le contexte local palestinien était profondément dégradé. La survie quotidienne des Palestiniens était tellement affectée négativement par la situation que ça ne pouvait pas tenir sur le long terme. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et ceci dans un contexte où on semblait s'en accommoder, en tout cas à l'extérieur, hein. Là aussi j'y reviendrai, et qui plus est, le contexte régional était lui-même assez dégradé, avec toute une série de fragmentations et ce que j'ai appelé un peu grossièrement la Pax Americano-Israeliana, qui ne résout en fait absolument rien, qui est très loin d'être une paix. Alors, je parle de fragmentation. En effet, quand on regarde le Moyen-Orient, on sait que l'Irak est loin d'être stable, l'Afghanistan, où les États-Unis sont également intervenus, est loin d'être stable. Vous avez la Syrie qui était en contexte de guerre civile et le Yémen, évidemment. En plus, on a cet Iran. L'Iran qui est vraiment la bête noire des Israéliens, en particulier de M. Netanyahou, mais également des Américains, et qui a constamment, donc c'est un État qui a constamment été marginalisé dans cette région-là, en particulier après une période d'ouverture, il y a eu le passage de la première administration Trump, sur laquelle je reviendrai. Et qui plus est, l'Iran constituerait, avec des chiites au Liban, en Syrie, en Irak, ce qu'on a pu appeler l'axe de la résistance ou le croissant chiite, et un croissant chiite qui a appuyé les Houthis au Yémen et le Hamas en Iran. Donc, telles sont les représentations. Elles sont loin d'être totalement infondées, mais ce qu'il faut pointer, c'est que ces guerres-là, ces conflits, ces instabilités, elles ont souvent été le résultat d'interventions ou de ce que nous, en tant que chercheurs, on analyse comme les mismanagement of crisis, les crises qu'on n'a jamais véritablement pris la peine de gérer de la manière la plus appropriée et effective qui soit. En plus, je parlais donc au niveau régional de la Pax Americana-Israeliana en faisant référence à la première administration Trump qui, dans une logique extrêmement marchande, a imaginé qu'on allait pouvoir résoudre le conflit israélo-arabe en négligeant le paramètre le plus important, à savoir les Palestiniens. Et donc, le fameux deal du siècle, qui a été passé lors du premier mandat de Trump, a posé des actes extrêmement forts en ignorant totalement ce paramètre palestinien, mais également, et c'est symboliquement extrêmement fort, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en violation totale du droit international, avalisation de l'annexion du Golan syrien par Israël, autre violation, une cécité totale par rapport aux problèmes palestiniens, et puis le sabordage de l'accord autour du nucléaire iranien qui avait été négocié d'arrache-pied dans la première moitié des années 2010, et puis M. Trump, du jour au lendemain, vient sabrer tout ça, et qui plus est, il assassine le numéro 1 des gardiens de la révolution iranien, et 2 jours plus tard, Israël a levé l'essentiel des freins autour de son propre programme nucléaire, alors que jusque-là, malgré la sortie des États-Unis, il respectait. Donc voilà le contexte régional, loin d'être paisible et qui permet de comprendre, et je pourrais y revenir bien sûr, ce fameux axe de la résistance ou l'axe du mal. Le contexte local est marqué, quant à lui, par les suites de des accords d'Oslo ou des arnaques d'Oslo. Et de manière extrêmement rapide, je vais faire un petit comparatif. Côté israélien, Oslo est une aubaine. Et
Concrètement, les retombées positives pour le pays sont innombrables. Premièrement, démultiplication des aides américaines, accord de paix avec un deuxième pays de la région, la Jordanie. C'est super important. Des pays qui, à un moment ou un autre, avaient décidé des embargos militaires, la France, la Grande-Bretagne, etc., vont revenir sur ces embargos-là, vont les lever. Et puis des pays qui étaient traditionnellement pro-palestiniens, ils se sont significativement rapprochés d'Israël. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de voisinage, l'Union européenne est entrée dans une logique bilatérale avec Israël et là encore a enlevé tout type de frein à l'augmentation de sa coopération avec Israël et sans conditionnalité aucune. Donc on ne regarde pas ce qui se passe dans les territoires. Et puis, on a vu dans les dernières années, avec notamment les fameux accords d'Abraham, une normalisation avec les États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis. On voyait venir avec l'Arabie saoudite. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est qu'avec les accords d'Oslo, ce n'est plus Israël qui est vraiment en charge du financement de l'occupation. C'est désormais la communauté internationale, et vous en particulier en tant qu'Européens, qui payez avec vos impôts la construction d'un État palestinien qui ne voit jamais le jour, en fait. C'est vraiment mettre de l'eau dans une urne complètement trouée. Et ceci en contexte d'absence de réaction significative de la part de la communauté internationale. Alors, côté palestinien, la réalité, c'est celle de l'occupation avec son cortège de méfaits. Colonisation bien sûr, enfermement, contrôle de l'espace des vies et une répression incessante. Je me suis amusée à faire le calcul. La Cisjordanie, c'est un peu plus d'un tiers de la Wallonie. Et vous avez environ aujourd'hui 900 checkpoints. Vous ne pouvez pas sortir de Boisfort sans passer par un checkpoint. C'est dire à quel point l'occupation, elle pèse, elle grève le quotidien des Palestiniens. Ce n'est pas quelque chose d'éloigné. Évidemment, alors que Oslo devait permettre l'autodétermination des Palestiniens, eh bien, le processus n'a pas été à son terme et toutes les questions qui devaient être réglées en 98-99 ne l'ont jamais été jusqu'à présent. Qui plus est, grâce aux accords d'Oslo, on a vu le corps politique palestinien se fragmenter avec Hamas, l'autorité palestinienne, le Fatah, etc. Et puis, le principal exercice démocratique de 2006 a été retoqué par la communauté internationale. Il n'y a pas eu de triche lors de ces élections-là. Néanmoins, nous, bons donneurs de leçons de démocratie, on n'est pas d'accord avec votre choix. Avec, bien évidemment, des fractures dans le corps politique, un tissu social effrité, parce que, en fonction de là où vous habitez, vous vivez aujourd'hui des réalités extrêmement différentes, non seulement entre un Gazaoui, quelqu'un qui est à Jérusalem-Est et quelqu'un qui est en Cisjordanie, mais évidemment dans les différentes parties de la Cisjordanie aussi. L'économie et ce contrôle, et puis il y a ce narratif qui emprisonne les Palestiniens, le narratif autour de la violence. Les Palestiniens sont violents, et s'il y a répression, c'est parce que les Palestiniens sont violents. Donc je vous propose une petite vue sur l'évolution des PIB par habitant en Israël et en Palestine. Donc les chiffres s'arrêtent à 2023 ici. Et donc on peut voir à quel point l'économie israélienne va fleurir dans l'après-Oslo, tandis que l'économie palestinienne, elle va stagner. Et vous avez des ouvrages scientifiques qui ont été écrits sur les politiques de développement tant de la Cisjordanie, mais en particulier de Gaza. Gaza. Alors, souvent, on pense que Gaza n'a été enfermé que depuis,
la fracture entre Fatah et Gaza, ou ce qu'on appelle souvent le coup d'État du Hamas à Gaza. La réalité est plus complexe. Gaza est enfermée depuis le début des accords d'Oslo. C'est vraiment dans l'après-Oslo que la première barrière a enfermé ce territoire-là, la barrière de sécurité en Cisjordanie ayant été plus tardive. Oslo, pour les Palestiniens, c'est l'augmentation exponentielle sur les 30 dernières années du nombre de colonies, mais d'embryons de colonies aussi, ce qu'on appelle les outposts. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, et je pointe ce chiffre-là en particulier, ou cette proportion-là, donc le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a cru de 332% durant la période d'Oslo. Aujourd'hui, quand on se représente la Cisjordanie, c'est ce fameux territoire en peau de léopard. J'ai parlé de la fragmentation de l'espace, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est à quel point les terres sont phagocytées en fait par les Israéliens grâce, entre guillemets, à la barrière de sécurité qui va priver les Palestiniens de certains morceaux de la Palestine ou de la Cisjordanie avant 67. Et ici, c'est un chiffre assez impressionnant. Donc, sur les terrains la terre que s'est appropriée l'État israélien en occupant la Cisjordanie, il en a restitué moins de 0,25 à des Palestiniens. Tout le reste est parti pour les colons et les colonies. Dans les années qui ont précédé l'explosion du 7 octobre, on voyait monter la tension. Donc ici, on est en 2022. Vous avez des organisations humanitaires qui pointent le fait que le nombre de mineurs en Cisjordanie tués par l'armée israélienne ne fait qu'augmenter. C'est des années qui sont de plus en plus meurtrières. Et quelques semaines avant le 7 octobre, donc on est le 29 août 2023, on a dans Libération un article sur ces actions létales de l'armée israélienne dans les territoires de Cisjordanie. Et puis, fin 2022, début 2023, on a la mise en place de ce fameux gouvernement d'extrême droite. Et c'est une dimension qui n'est pas à négliger. Et puis, on va voir tout un ensemble de gestes forts, symboliques ou pas, dans la période qui va suivre. Par exemple, les colons vont sentir qu'ils ont les mains encore plus libres. Monsieur Netanyahou, parlant en septembre 2023 devant les Nations Unies, expose une carte d'Israël qui n'évoque même pas la présence des Palestiniens. Ici, donc vous avez la référence d'un rapport qui a été réalisé par une organisation juive critique du gouvernement Netanyahou aux États-Unis et qui pointait toutes les mesures qui avaient été prises par ce gouvernement-là en matière d'occupation, d'annexion, d'incitation contre les Palestiniens, etc. Et donc, le cumul de ces éléments rendait la situation absolument impossible. Alors, je ne vais pas revenir sur les objectifs du Hamas qu'on suppose, qu'on analyse aujourd'hui. Simplement dire, et là c'est mon deuxième point, que très vite, on a vu une alliance se mettre en place en soutien à Israël. Les États-Unis, bien évidemment, mais également l'immense majorité des États européens et, dans une certaine mesure, ne serait-ce que par leur silence, la plupart des États arabes. Alors, bien évidemment, ces alliances paraissent tout à fait normales, même quand elles contreviennent au droit international. On peut voir en particulier ici l'augmentation significative de l'aide militaire américaine à Israël depuis le 7 octobre. Alors, bien évidemment, dans le contexte régional que j'ai dépeint tantôt, l'axe de la résistance ou l'axe du mal va très vite se porter au secours du Hamas, non pas pour
faire une grande différence au niveau militaire, mais simplement pour accroître la pression à la fois sur Israël, pour que les forces israéliennes ne puissent pas se concentrer uniquement sur Gaza, mais aussi faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle réagisse rapidement. Mais il s'est avéré que les diplomaties, notamment occidentales, ont fait le choix de réponses quasi exclusivement militaires. Et très vite, alors ici quelques chiffres, parce qu'on a l'impression que la violence, elle est essentiellement unilatérale et que les Américains, les Européens, les Israéliens ne répondent que de manière mesurée aux provocations de l'axe du mal. Mais quand on regarde de près, et là on est vraiment sur la période 7 octobre et fin novembre 2023, quand on compare le nombre d'attaques perpétrées par l'axe du mal et les attaques perpétrées par les Américains et ou les Israéliens, on se rend compte qu'on est dans un facteur x3 presque. Pareil, quand les Houthis ont décidé de mettre la pression sur la navigation internationale, non pas pour rendre anecdotique cet élément-là, mais simplement souligner que plutôt que d'œuvrer à la condition qu'ils demandaient, donc cesser le feu à Gaza, nous on cesse toutes nos opérations, eh bien on a investi aussi sur le mode militaire plutôt que sur le mode de la négociation. On a envoyé une force européenne, force internationale, et on a bombardé, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis. Alors, au travers de ce développement, ce que je voudrais vraiment pointer, c'est que il n'y a pas d'État engagé contre Israël. Je reviendrai sur l'Iran. Et donc, Israël n'a en face de lui que des acteurs non étatiques et dont on sait qu'ils ne font pas le poids. Ils ne peuvent pas remporter des batailles sur un champ de bataille, etc. Ils ne sont pas capables de puissance, mais juste de nuisance. Et les seuls à encourir une menace existentielle, au sens propre du terme aujourd'hui, ce sont les Palestiniens. Alors, je ne vais pas revenir sur la complexité des acteurs qui se sont mêlés de ce conflit-là. Ce que je voudrais juste souligner, c'est qu'à l'analyse, le facteur religieux qu'on brandit souvent ne tient pas la route. Ce sont des acteurs qui, pour X ou Y raison, sont dans des alliances objectives avec l'Iran et avec le Hamas, chacun étant né de ces circonstances locales, historiques, etc. Néanmoins, les Occidentaux notamment ont beau jeu de disqualifier tous ces acteurs-là comme étant à la solde du grand méchant, donc l'Iran. Et évidemment, aucune comparaison n'est possible entre cet élan occidental en faveur d'Israël et l'élan que pourraient avoir des groupes à travers la région en faveur des Palestiniens. Et donc, c'est ce qui a permis cette montée aux extrêmes durant les 15 derniers mois, ce qui est d'autant plus frustrant qu'on sait très bien que toute la force qu'on a mobilisée n'a absolument pas permis de désamorcer l'implication de ces différents acteurs. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est le gouvernement Netanyahou poser des choix extrêmement clairs avec une montée en palier vers ce qu'on peut appeler des guerres totales à l'égard de ses voisins. Alors encore une fois, et je ne m'étendrai pas là-dessus, on peut comprendre les choix posés par le gouvernement israélien par sa nature même et par toute une série d'autres éléments, d'autant plus que la communauté internationale a emboîté le pas à ce gouvernement en déniant tout lien entre le 7 octobre et les conditions de vie qui étaient faites aux Palestiniens antérieurement. Je passe au troisième point. Très tôt, dès le 8 octobre, Israël pose le choix d'une guerre quasi complète face à Gaza, avec comme double objectif libérer les otages, anéantir le Hamas. Aujourd'hui, après le cessez-le-feu, ceux qui avaient des doutes sur l'impossibilité de réaliser ces objectifs en ont la certitude.
aujourd'hui, quand on regarde le Hamas, alors évidemment, il est affaibli, mais toute la symbolique qu'il met au moment de la libération des otages démontre à quel point il reste une force cohérente. Et de l'autre côté, ce qui est terrible, c'est que on sait aujourd'hui à quel point beaucoup d'otages israéliens qui auraient peut-être pu être effectivement libérés vivants depuis plusieurs mois, éventuellement en mai ou avant même en novembre 2023, eh bien ces personnes-là sont décédées. Il n'y a plus rien à faire pour elles. Et donc, ces deux objectifs étaient irréalisables. Néanmoins, Israël les a poursuivis pendant 15 mois et dans des proportions qui, bien évidemment, dépassent de très, très, très loin ces objectifs-là. Et le bilan aujourd'hui à Gaza est effroyable. C'est la guerre de tous les superlatifs qu'on peut imaginer. Stratégie de la terre brûlée, des destructions extensives, près de 95% de la population qui ont dû être déplacés et plus d'une fois. Pendant plusieurs mois, un siège total du nord du pays, de la famine, des enfants, mais pas que, morts de froid, des projets de recolonisation. Le bilan officiel aujourd'hui, c'est d'un peu plus de 47 000 morts palestiniens. On sait très bien qu'à mesure qu'on va relever les ruines, il y en aura d'autres. Vous avez des articles extrêmement sérieux, notamment dans The Lancet, des équipes médicales, etc., qui ont extrapolé au départ d'autres conflits et des outils dont on dispose et qui pensent que il y aura plusieurs dizaines de morts qu'on va devoir ajouter. Il y a toutes les morts indirectes aussi. Ce qui est particulièrement saisissant, c'est le ciblage systématique de deux grandes catégories, non seulement les Gazaouis, mais également les humanitaires et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, donc que ce soit les secouristes, les gens dans les médecins, etc., mais également les journalistes. On en compte environ 200 qui ont été directement tués, donc en 15 mois, sans compter les membres de leurs familles respectives. Gaza, c'est 87% des unités d'habitation détruites. Il n'y a plus d'universités, il y a très peu d'écoles qui ne sont pas endommagées. Il y a plus de 2/3 des routes qui sont complètement détruites et très peu d'hôpitaux qui fonctionnent encore. Sur cette carte, vous voyez beaucoup de rouge sur la carte de la Cisjordanie. C'est là où les destructions sont les plus massives et vous voyez que ça émaille tout le territoire. Ici, vous avez quelques chiffres sur les carences alimentaires, tant des enfants que des femmes, notamment celles qui allaitent et celles qui sont enceintes. Qui plus est, les Palestiniens ont été un peu les cobayes, puisque de nouvelles armes, de nouvelles technologies ont été mobilisées durant ces 15 derniers mois. On peut penser notamment à l'intelligence artificielle, aux drones, à ces armes qui vaporisent les corps. Aujourd'hui, Gaza bat tous les records en matière d'enfants amputés, mais aussi en termes de détresse psychologique. Si on devait comparer, et c'est Humanitarian Outcomes qui ont fait cette tentative de chiffrer un tout petit peu, si on prend en compte les 4 grandes crises actuelles, Gaza, le Soudan, le Yémen et le Tigré en Éthiopie, on se rend bien compte, là encore, que les plus grands superlatifs, c'est quand même à Gaza, que ce soit en nombre de personnes en détresse, les personnes déplacées, les besoins, le nombre de travailleurs humanitaires qui ont été tués, etc. Gaza, c'est aussi un champ de ruines. Donc vous avez un chiffrage du nombre d'explosifs
85 000 tonnes d'explosifs qui produisent 42 millions de tonnes de ruines qu'il va falloir enlever pendant des années. On ne parle pas du désastre écologique. Et donc cette marée ou ce fleuve de Palestiniens donc, qui remonte vers le nord, qui espèrent y retrouver quelque chose, eh bien ils vont retrouver ce qu'on a pu appeler un wasteland, un champ de ruines à peine viable. Et ce qui nous rend pessimistes, c'est qu'on se rend bien compte que le cessez-le-feu a été quelque part arraché au gouvernement Netanyahou. Et il y a plein d'éléments qui nous disent qu'Israël n'attend que le tout premier prétexte, en tout cas je parle de ce gouvernement-là, pour y retourner. Donc ici, voilà, je ne sais pas si vous avez eu vent de ces photos satellitaires qui montrent ce chef-d'œuvre des chars israéliens qui ont quasiment gravé l'étoile de David et le numéro du bataillon qui a gravé ça. Donc c'est un signe d'appropriation de Gaza. Netanyahou qui continue, vous me permettrez le terme, je me lâche un peu, de manipuler son petit monde, y compris Monsieur Trump. Et puis aussi, il faut avoir conscience que quotidiennement, il y a quand même l'un ou l'autre Palestinien qui tombe sous les armes israéliennes, même en période de cessez-le-feu. Ce fut malheureusement le cas d'un enfant de 5 ans aujourd'hui. En Cisjordanie, on n'en parle pas, mais durant les 15 derniers mois, donc il y a l'avant que j'ai déjà évoqué et il y a le après 7 octobre. Et même si on n'en a pas parlé dans nos médias, chaque jour, il y avait des opérations israéliennes en Cisjordanie et ou des actions perpétrées par des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement pointer cette appropriation de territoire, les exactions menées à l'encontre des Palestiniens. Ici, vous avez un petit chiffrage. Ces données-là sont empruntées à Peace Now, qui essaye de cartographier les nouvelles mainmises israéliennes, les développements dans les colonies depuis le 7 octobre, et puis le nombre de personnes qui ont été expulsées par la force en Palestine. Alors, la Cisjordanie n'est pas concernée par le cessez-le-feu et ce qui était particulièrement préoccupant, c'est de voir que presque le surlendemain de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, eh bien, le crescendo est arrivé en Cisjordanie, notamment à Jenin. Et ce qui nous paraît d'autant plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne est presque dans une posture de supplétive par rapport à l'armée israélienne, ce qui est vraiment un problème du côté palestinien. Et puis, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Elle est menée dans les prisons israéliennes. Il y avait déjà plusieurs milliers de Palestiniens dans les geôles israéliennes avant le 7 octobre. Le nombre a exponentiellement augmenté, avec aussi une grande dégradation des conditions de détention. On a, à ma connaissance, au moins 52 personnes, y compris des médecins arrêtés à Gaza, qui sont morts sous la torture. Vous avez un certain nombre de rapports qui ont émergé, de témoignages, y compris de la part d'organismes israéliens. Je vous renvoie notamment vers ce rapport extrêmement glaçant et à la fois courageux de la part de B'Tselem, donc un rapport qui dépeint le système de prison israélien comme un réseau de camps de torture. Et puis ce qu'on a pu voir dans les tout derniers jours, c'est que même les personnes qui ont été libérées tout dernièrement, elles-mêmes, quand elles n'ont pas été expulsées hors de Palestine-Israël, et leurs familles sont soumises à multiples formes de harcèlement. Je bascule sur le choix d'une guerre totale au Liban. Alors, le Hezbollah, très tôt, a ouvert ce qu'on a pu appeler ce qu'ils appelaient un front de soutien au Hamas pour que, comme je le disais tantôt, Israël ne concentre pas toutes ses forces sur la bande de Gaza. Et quand on y regarde de près, on voit que le Hezbollah y a été initialement vraiment avec beaucoup de prudence, en ciblant des cibles militaires
dans les territoires considérés comme étant occupés, donc libanais, occupés par Israël. Et rétrospectivement, le crescendo a été systématiquement induit par Israël. Alors en bleu, ce sont des chiffres qui s'arrêtent au 20 septembre 2024, c'est-à-dire avant l'explosion, voilà, la montée aux extrêmes. Et donc le bleu, c'est les frappes israéliennes, l'orange, c'est les frappes du Hezbollah, et statistiquement, Israël est responsable de 81% des frappes croisées, et les frappes ont été 23 fois plus létales, et elles ont arrosé généralement, faisant des victimes parmi les civils, parmi les enfants, des secouristes, etc. Et on est avant l'explosion des pagers. Et en fait, je le disais tantôt, donc objectivement, on peut voir plusieurs actes, plusieurs frappes qui ont été menées par Israël et qui y étaient susceptibles à chaque fois d'amener le Hezbollah à riposter et à monter dans un crescendo, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, du coup, l'acte ultime israélien, ça a été cette fameuse explosion, faire exploser ces pagers, et puis le lendemain, les walkie-talkies, et puis commencer une campagne militaire tous azimuts, tuer Hassan Nasrallah, ce qui est quand même un chiffon rouge pour le Hezbollah, et puis sans s'arrêter à l'assassinat de Hezbollah, ce qui aurait pu être une victoire en soi, et bien poursuite des assassinats ciblés, des bombardements massifs, et Netanyahou a menacé le Liban d'une destruction similaire à celle de Gaza. Alors, vous avez ici, par satellite, une analyse des destructions qui ont été menées durant la campagne israélienne, donc de environ 17 septembre au 29 novembre 2024. Et on voit bien qu'il plus la couleur est sombre et plus elle indique des destructions. Et on voit bien que beaucoup de régions dans le sud du Liban sont presque rasées, et aussi la banlieue sud de Beyrouth. Une banlieue sud qui est densément peuplée, et puis le même pattern, le même schéma qu'on a pu voir à Gaza, avec le ciblage de la presse, des secouristes, etc. Alors le bilan a cru depuis, on a dépassé les 4000. Donc la guerre n'a pas du tout été indolore pour les Palestiniens. Et aujourd'hui... Les Libanais. Pour les Libanais. J'ai dit qui? Palestiniens. Pour les Palestiniens. Désolée. Alors, grande satisfaction. Le 29 novembre entre en vigueur un cessez-le-feu. Et en fait, très peu de temps après, j'ai envie de dire quelques heures après, on se rend compte que c'est presque un marché de dupes. Déjà, l'infrastructure n'avait pas été mise en place, un comité devait être mis en place, il ne l'a pas été immédiatement. On est resté dans un beau flou pendant environ 3 semaines. Et en fait, le cessez-le-feu s'est avéré être essentiellement unilatéral. Donc c'est essentiellement le Hamas, le Hezbollah qui a arrêté de réagir, et les Israéliens qui ont continué en fait leurs opérations au travers de la destruction des villages frontaliers, interdisant aux villageois de revenir, des tirs indiscriminés, etc. Et donc, je ne sais pas pour ceux et celles qui auraient été vers des médias alternatifs, mais la journée de dimanche a été particulièrement sanglante. Il y a 22 personnes qui ont péri, tous des civils qui ont péri sous le feu israélien parce qu'ils voulaient challenger les Israéliens qui étaient supposés s'être retirés dimanche dernier. Et en fait, la France et les États-Unis, qui sont supposés être les parrains du cessez-le-feu, jouent les prolongations, et ils ont poussé le Liban à accepter une prorogation jusqu'au 18 février. Alors, parmi un des cadeaux qui a été laissé, c'est cette defacing, donc cette désacralisation d'une stèle commémorant le massacre de citoyens libanais en 1948 dans le village de Houla, et ce qu'on peut lire sur cette stèle-là: un bon chiite est un chiite mort. Alors, ça m'a été confirmé par des personnes lisant l'hébreu, donc
Voilà, si certains d'entre vous pensent ou trouvent que ce n'est pas tout à fait ça, vous me le direz. Alors, sur les autres fronts, donc j'en finis du Liban, je passe aux autres fronts. Là aussi, c'est le choix de la réponse militaire qui a été adoptée. On a vu Israël répondre aux attaques des Houthis en multipliant les attaques, et pas uniquement sur des cibles militaires, mais également sur des cibles civiles, comme le port, des infrastructures pétrolières ou d'électricité. Et j'en viens au dernier grand morceau, l'Iran. L'Iran, c'est le seul État qui est quelque part en confrontation larvée avec Israël aujourd'hui dans la région. Et en fait, l'Iran donc, qui historiquement n'a jamais tiré un seul coup de feu direct vers Israël, s'est vu quelque part acculé par un certain nombre d'actes posés par Israël à répliquer. Et donc, c'est là aussi où on peut parler d'un point de vue analytique de choix posés par le gouvernement israélien, notamment au travers de ces frappes contre un bâtiment consulaire iranien à Damas. Les Iraniens se sont sentis obligés de riposter. Ils l'ont fait de manière extrêmement théâtrale, en prévenant tout le monde et en s'assurant qu'Israël le saurait et que tout le monde prendrait toutes les précautions possibles pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. 31 juillet, Israël récidive, cette fois en assassinant le numéro 1 du Hamas en plein cœur de Téhéran, qui plus est le jour de l'investiture du nouveau président iranien. Et donc là aussi, l'Iran a été acculé à répondre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne mesure pas très bien quelle a été l'ampleur, mais ce qui est certain, c'est que la riposte israélienne a été beaucoup plus sévère. Et le risque, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque Netanyahou attend avec impatience que M. Trump le débarrasse en fait des Iraniens. Autre développement inquiétant, ce qui s'est passé en Syrie. Je ne parle évidemment pas du renversement du régime de Bachar el-Assad, mais de cet opportunisme israélien, du gouvernement israélien, qui l'a amené très vite à occuper de nouveaux territoires le long du Golan. Et cela en violation de toute une série de textes internationaux, et essayer vraiment d'avancer ses pions en détruisant absolument toutes les capacités militaires de la Syrie. Alors un pays de cette taille-là, sans arme aucune, est un pays qui structurellement sera fragile. On pourra y revenir dans la discussion. Et ce qui est également préoccupant, c'est les actions qui sont menées. Déjà, Israël a annoncé la multiplication de la colonisation du Golan, qui est occupé depuis 1967. Et puis, au quotidien, il y a des actions qui sont menées auprès des Syriens, donc des descentes dans tel ou tel village. On demande à la population de dégager le temps de faire des fouilles, etc. Donc voilà, c'est une frontière où les dérapages risquent de se multiplier. Et une dernière guerre totale menée par Israël, c'est celle qui a été décidée contre l'ONU. Israël a ciblé des casques bleus au sud du Liban, interdiction de l'UNRWA, c'est dans l'actualité, mais également déclaration de M. Guterres comme persona non grata, mais également une guerre contre la CIJ, une guerre contre donc, la Cour internationale de justice, contre la Cour pénale internationale. Et malgré toutes ces guerres, et j'en arrive à mon 4e point, malgré tout cela, nous, analystes, et vous, bien évidemment, observateurs, vous ne pouvez que constater l'étendue du soutien occidental à Israël, malgré tout ça. Et qui plus est, on assiste aussi à une très grande passivité de la part des États arabes. La rue, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas très, très étonnant parce que
il y a déjà tout ce qui se passait avant le 7 octobre et on voyait bien que les Occidentaux ne s'en préoccupaient pas particulièrement. On a vu les pays arabes entrer dans un processus de normalisation, hein. Durant toute cette période antérieure au 7 octobre, les Européens, les Occidentaux ont fait comme s'il n'y avait vraiment aucun... Voilà, il n'y avait pas de problème, alors même que tous les problèmes de l'occupation étaient absolument visibles. Néanmoins, malgré ce passif, les attitudes post-7 octobre nous ont énormément surpris. Il y a une véritable sidération de voir à quel point il y a eu un soutien non seulement à Israël, ce qui est à la limite légitime, mais de toutes les dérives du gouvernement israélien. Alors, je fais un peu d'histoire. De quoi l'Union européenne? Je parlerai très brièvement des États-Unis après, mais je vais commencer par l'Union européenne. De quoi l'Union européenne a été complice? Eh bien, de ne pas vouloir voir, ou en tout cas ne pas vouloir dénoncer la colonisation. Et pourtant, non seulement ils voyaient, il y avait des rapports récurrents, mais des infrastructures financées par l'Union européenne, c'est-à-dire par vous, étaient régulièrement détruites par les Israéliens. Et là, de temps en temps, on disait c'est pas bien et ça n'allait pas au-delà de ça. Un rapport qui date d'octobre 2012, dans lequel un ensemble d'associations avait déjà dénoncé les conditions de vie à Gaza et la manière dont les financements européens étaient en train de contribuer au renforcement des colonies israéliennes. Un autre rapport, datant également de 2012, pointait le caractère invivable de Gaza à courte échéance. Eux-mêmes, dans ce rapport onusien, l'horizon 2020 paraissait déjà impossible à tenir. Eh bien, ça a tenu jusqu'en 2023. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que même des responsables israéliens, ici le chef d'état-major Gadi Eisenkot, qui a démissionné, me semble-t-il, début 2024, lui-même avait le sentiment que Gaza risquait de s'effondrer et que ça ne ferait pas de bien à Israël. On a également fermé les yeux sur la montée en puissance des exactions, même quand elles étaient super flagrantes, comme par exemple l'assassinat de Shirin Abu Akleh. Donc c'est une journaliste palestino-américaine et en fait on a complètement noyé le poisson. On n'a rien fait lorsque les Israéliens ont fait exploser les genoux des Palestiniens de Gaza lorsqu'ils manifestaient pour dénoncer le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. On se rend complice au travers des financements de la recherche. Ça nous touche, nous chercheurs, au travers des financements Horizon 2020. On continue de commercer avec des colonies qu'on considère par ailleurs comme étant illégales. Les banques européennes essaient de notoriété publique. Elles contribuent à l'effort de colonisation israélien. Et malgré tout ce passif-là, il faut avouer qu'on a été quand même désarçonné par le caractère fusionnel euro-israélien depuis le 7 octobre. Donc, ce qui a pu être dit par la Commission, von der Leyen et d'autres membres de son équipe, l'attitude de certains gouvernements et surtout la force de la censure qui s'est abattue pour supprimer les voix qui soutiennent les Palestiniens ou qui dénoncent la sévérité des représailles israéliennes. Donc là aussi, je pourrais donner des exemples, peut-être pointer. Donc moi, j'ai fait mon doctorat à Sciences Po Paris. Je m'en enorgueillissais. Et puis là, je me dis, mais aujourd'hui, ils empêchent une députée européenne de venir parler à des étudiants. Voilà mon alma mater. Ensuite, ce qui est très inquiétant, c'est le caractère, c'est la teneur du débat public et médiatique. Les attitudes initiales des États, notamment européens, au sein du Conseil de sécurité, les réactions par rapport à l'UNRWA, dès qu'Israël a dit c'est truffé de gens méchants dedans, on a suspendu tous les financements, à l'exception de quelques pays qui n'ont pas fait, dont la Belgique.
Et en fait, l'enquête a révélé que ce n'était pas étayé, que ce n'était pas correct. Ce dont on accusait l'UNRWA, ce qui ne change rien par ailleurs. Ce qui est également extrêmement préoccupant, c'est que l'Europe, qui s'est construite sur le droit international, qui est le champion du droit humanitaire, qui donne des leçons de démocratie, d'état de droit, qui a été vraiment le fer de lance de la Cour pénale internationale, eh bien aujourd'hui, vous avez un jeu à qui va essayer de prendre ses distances. Vous avez ici donc l'Italie, la France, évidemment la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Pologne qui n'arrêteront pas Netanyahou malgré les mandats d'arrêt prononcés ou lancés par la Cour pénale internationale. Ensuite, il y a ce refus de reconnaissance de la plupart des grands États de l'État palestinien, quand bien même vous avez ce nouvel avis de la Cour internationale de justice, comme si on en avait vraiment besoin, qui dit que l'occupation est illégale et il faut y mettre un terme assez rapidement. Certes, vous avez l'Irlande, vous avez l'Espagne, la Norvège, qui ont récemment reconnu, mais comme vous le voyez, les principaux États occidentaux, donc Canada, États-Unis, l'Europe de l'Ouest dans sa majeure partie, et bien évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui eux non plus, et le Japon, hein, qui n'ont pas reconnu. Et qui plus est, ce qu'on a pu voir, c'est que bien au contraire, la coopération militaire et les achats d'armements israéliens n'ont jamais été aussi florissants. Un dernier coup de griffe pour pointer le fait que l'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui, continue de financer des programmes de recherche israéliens dont on sait qu'ils contribuent à alimenter l'occupation, la répression, le contrôle des Palestiniens, et pointer le fait que quand bien même donc le précédent haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell, a essayé de tirer les sonnettes d'alarme et de leur dire écoutez, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Eh bien, les ministres européens ont dit non, circulez, il n'y a rien à voir, on maintient toutes nos coopérations avec Israël. Sauf qu'on sait que ils ont eu connaissance d'un rapport qui pointait le caractère génocidaire de ce qu'entreprend Israël à Gaza, et donc les Européens ont décidé d'ignorer tout cela. J'en arrive doucement à la fin. Alors, on sait très bien qu'il y a une relation fusionnelle entre États-Unis et Israël. On pourrait y revenir. L'appui, je l'ai montré tout à l'heure avec cette courbe, donc une augmentation exponentielle de l'aide aux militaires à l'État israélien depuis le 7 octobre, à tel point que la précédente administration Biden est déjà associée à cette idée de génocide, d'avoir laissé se perpétrer une dynamique génocidaire à Gaza. Et il faut dire que l'administration Trump va certainement faire mieux. Et donc, on est à une semaine, et déjà en une semaine, M. Trump a déjà posé certains actes très forts, comme la levée des sanctions à l'égard de colons israéliens en Cisjordanie, le déblocage de la livraison d'armes particulièrement létales. Et puis aussi cette suggestion depuis 2-3 jours de nettoyer ethniquement Gaza de la manière la plus décomplexée qui soit. Tout cela m'amène à quelques conclusions. Alors, nous avons des outils qui nous permettent de mettre des mots. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est une compréhension. Donc, à Gaza, on a une dynamique génocidaire qui a opéré pendant 15 mois. On ne sait pas ce vers quoi on va, mais aujourd'hui, il y a énormément d'inquiétudes pour la survie des Gazaouis. En Cisjordanie, c'est une guerre coloniale. En travaillant sur la colonisation dans l'absolu, pas forcément dans ce contexte-là, on se dit il n'y a qu'à changer le nom des pays, des acteurs. C'est exactement les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre. Au Liban,
il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et en Syrie, à tout le moins, ce qui s'est passé, c'est contraire au droit international. Néanmoins, tout cela a été possible en raison de ce contexte international et régional permissif, avec des personnalités qui dénient même, qui viennent contredire l'avis de la Cour internationale de justice, de la CPI, de tous ces experts en droit humanitaire, mais également l'Institut Lemkin, qui est né de la Shoah pour prévenir les génocides, et puis déni. Alors le projet en filigrane tel que nous pouvons l'analyser, c'est que l'objectif israélien, c'est l'absorption, le phagocytage des territoires palestiniens au travers de la colonisation, la répression, la surveillance, l'élimination de toute forme d'opposition, une domestication de l'autorité palestinienne. La pulsion qu'il y a derrière, c'est vraiment briser les Palestiniens, bien évidemment ceux de Gaza, mais ceux de Cisjordanie. Et d'ailleurs, Gaza brise l'élan en Cisjordanie, parce que évidemment, quand vous êtes Palestinien de Cisjordanie, vous vivez dans la hantise qu'il vous arrive demain la même chose qu'à Gaza. Donc Gaza, c'est de la dissuasion aussi, une forme de. La pulsion, c'est éliminer, démanteler, soumettre tous les ennemis d'Israël par la force et de construire un Moyen-Orient qui repose sur des États hostiles qui sont complètement brisés, comme le Liban, la Syrie, éventuellement l'Iran, si on arrive à détruire le régime iranien, et des États donc, qui sont vraiment dans le giron occidental. Donc nous sommes confrontés à des questions absolument taraudantes. Donc qu'est-ce qu'il va rester de la Palestine, des Palestiniens? Quel sort va être réservé au sud Liban si le cessez-le-feu ne va pas à son terme? Et on est très inquiet parce qu'aujourd'hui, on voit de telles tensions qu'elles pourraient suggérer un retour de la guerre civile, parce qu'on est en train de tirer dans tous les sens au Liban. Alors, au travers de tous les outils dont nous disposons, nous savons que ce projet, il ne va pas amener la paix. Cet usage excessif de la force ne va pas briser les populations, il peut briser une génération, mais dans 5, 15, 20 ans, rebelote. Il y aura d'autres formes de violence par la prochaine génération. On s'inquiète des souffrances traumatiques qui ont été infligées à des populations entières, et donc c'est du multigénérationnel. Et je me permets vraiment de prendre peut-être une minute de plus pour dire, aujourd'hui, on peut interpréter, sinon l'action du gouvernement israélien, en tout cas les registres qu'il mobilise autour de la Shoah, de l'antisémitisme, du génocide perpétré à l'encontre des Juifs israéliens le 7 octobre. Donc c'est aussi de l'intergénérationnel, c'est cette mémoire traumatique juive, israélienne par rapport à la Shoah. Et donc, dans 60 ans, les Palestiniens seront dans leur mémoire traumatique, sachant qu'elle a déjà quelques décennies d'ancienneté. Israël ne se porte pas très bien aujourd'hui, y compris politiquement parlant, parce que là aussi, vous avez de nombreuses failles qui sont en train de se creuser. Crédibilité du droit international, des institutions internationales, la faillite morale des États occidentaux, l'instabilité qu'on risque de voir en Syrie, au Liban, en Irak peut-être, mais au Yémen et peut-être en Iran. Et la fragilisation de certains pays de la région, surtout si M. Trump arrive à convaincre des pays suicidaires comme la Jordanie et l'Égypte d'accueillir un grand nombre de Palestiniens. Alors là aussi, on pourra discuter de ce que nous, on peut faire, et je vous laisse vraiment avec cette phrase, donc empruntée à Frédéric Lordon, donc, dans son chapitre « Dominer innocent, un fantasme », dans cet ouvrage contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Et donc, il pointe le fait que le monde entier regarde Gaza mourir, et le monde entier regarde l'Occident regardant Gaza, et rien ne lui échappe.